vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Comment vous vous portez aujourd'hui? Bien, j'espère. Elle est tout autour de nous, s'infiltre partout. La pollution atmosphérique stagne tout particulièrement dans les grosses villes. Il faudra vous y habituer à connaître des épisodes de smog de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques. Les incendies de l'été dernier ont eu des répercussions sur la qualité de l'air de nombreuses agglomérations canadiennes et même américaines. Si les grandes métropoles d'Afrique ou d'Asie connaissent bien cette réalité avec des concentrations de polluants atmosphériques élevées, le Canada devra s'y habituer, lui qui se place au 42e rang des pays et territoires en termes de qualité de l'air. Le réchauffement climatique risque-t-il de contribuer à plus de pollution au Canada et au Québec? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler de qualité de l'air et de climat. Santé Canada enregistre près de 4000 décès prématurés par année au Québec associés à cette pollution de l'air. Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de la docteure Ève Riopel, pédiatre, actuellement étudiante au doctorat professionnel en santé publique à l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. La docteure Riopel est membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, la QME, et elle est rédactrice principale du document de cette association-là, cadre de référence sur la qualité de l'air, publié le 6 février dernier. Bonjour. Bonjour. Elle est aux États-Unis, mais pas aujourd'hui, elle est en studio. En fait, c'est un programme en ligne. On est en compagnie aussi de Stéphane Buteau, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Bonjour. Bonjour. Donc, l'Organisation météorologique mondiale constate dans son récent bilan sur l'état du climat que l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Nous vivons plus souvent qu'avant des vagues de chaleur et les incendies se multiplient comme l'été dernier et ont des conséquences sur la qualité de l'air et donc sur notre santé. Pourquoi c'est important de s'intéresser à la qualité de l'air, Dr Riopel? En fait, la qualité de l'air, ça représente ce qu'on respire. Je pense que l'été passé, avec les épisodes de feux de forêt, on a pu voir que il y a plein d'affaires dans l'air des fois. Mais en fait, je dirais pas mal tout le temps, juste à des niveaux moindres. Mais ce qui est important de savoir, c'est que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça l'affecte notre santé, ça nous rend malades, ça cause des visites à l'urgence, des hospitalisations, ça cause des décès. Donc, voilà l'importance. Quand on parle des choses qui sont dans l'air, on parle de quoi? En fait, on parle de polluants. Les principaux, on pourrait parler des particules fines de différentes dimensions. Après ça, on peut parler de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre. On peut parler d'ozone, qui sont, je dirais, les principaux. Mais après ça, il y en a plein d'autres. Le carbone noir, le méthane. Oui, la liste est longue là, de ce qui se trouve dans l'air. Oui, qui sont des irritants, finalement. Oui. Pour nous, là. Est-ce qu'on a un bon portrait local de la province au point de vue pollution, là, justement? Au Québec, on mesure la qualité de l'air. Si on exclut Montréal, il y a une 60aine de stations de mesure de qualité de l'air au Québec qui mesurent les polluants principaux, c'est-à-dire les particules fines, l'ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote. Certaines stations, d'autres, certaines moins, mais globalement, c'est ça. Donc, on a des tableaux pour des niveaux régionaux, puis on a des tableaux pour des niveaux plus sectoriels, donc qui se concentrent plus sur un endroit précis. Oui, et puis des fois, on voit à Montréal une couleur qui varie, vert, orange, rouge, puis on va pas la rejoindre, professeur Buteau, vous... Oui, en fait, je me demandais si je peux revenir sur les questions, peut-être à rajouter des petits compléments d'information. En fait, par rapport à l'importance de la qualité de l'air, pourquoi il faut s'en intéresser, peut-être une particularité, c'est quelque chose qui est omniprésent. Oui. Donc, ça l'affecte tous les individus, toutes les populations. Aussi, c'est
quelque chose qu'on perçoit pas normalement, là, à moins qu'il y ait vraiment des épisodes de smog, où là, on voit l'air. Exactement, mais par exemple, si on fait une analogie, par exemple, lorsqu'on parle de qualité de l'eau, bien souvent, on va voir peut-être une eau qui change de couleur ou qui a une odeur, par exemple. Mais avec la pollution de l'air, normalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien, qu'on ne perçoit pas. Donc, ça pose un certain défi aussi là, en termes de prévention ou de protection. Oh oui. Donc, c'est une particularité de la pollution de l'air. La pollution de l'air, il faut savoir aussi que c'est le principal facteur de risque pour la santé humaine qui est lié à l'environnement. Donc, vous avez parlé dans votre introduction d'un certain nombre de décès que Santé Canada a estimé. Donc, à l'échelle globale, on parle que la qualité de l'air extérieur seulement représenterait plus de 4 millions de décès par année. Donc, c'est quand même quelque chose de substantiel. C'est énorme, puis c'est pas réparti de la même manière. Je voudrais vous entendre peut-être sur qu'est-ce qu'on trouve dans l'air comme contaminant, justement. Donc, la pollution de l'air, c'est une soupe. C'est quelque chose de très complexe. Là. Donc, il y a plusieurs ingrédients à la soupe. Donc, comme le docteur Riopel a mentionné, on en mesure certains là, qu'on appelle qu'on qualifie de principaux polluants. Mais il faut comprendre que, dépendamment des sources de pollution de l'air, il peut y avoir toutes sortes de différents composés ou substances qui vont se retrouver, ou molécules qui vont se retrouver dans l'atmosphère. Oui, on entend les particules fines souvent, là. Oui, donc c'est ça. Puis d'ailleurs, justement, les particules fines, contrairement aux polluants gazeux, qui, eux, sont des molécules bien précises, les particules fines, eux autres, on les classifie selon, ou on les qualifie là, selon leur diamètre, donc aérodynamique. Donc, les particules fines, normalement, c'est les particules qui ont un diamètre de 2 micromètres et moins, 2,5 micromètres et moins. Donc, ce sont des particules qui ont la capacité d'être inhalées et puis d'atteindre les voies respiratoires inférieures, donc, et bien sûr d'occasionner des dommages. Donc, mais juste pour en revenir, c'est ça, aux particules, leur particularité, là, donc particularité, c'est vraiment qui sont définies selon leur diamètre et non selon leur composition. Donc, comme je l'ai mentionné, dépendamment des sources, on peut avoir des particules qui vont être composées de différentes substances. Donc, par exemple, si on a une raffinerie, on peut présumer que les particules vont avoir des teneurs en métaux, alors que, par exemple, si on est sur le bord de la mer, on peut avoir des particules qui vont contenir peut-être plus du sel ou peut-être du sable, par exemple. Donc, c'est juste pour illustrer un peu qu'il y en a de différentes sortes. Oui, exactement. Nous avons connu des incendies spectaculaires au début de l'été de l'an dernier. Ils ont entraîné, donc, je l'ai dit, des épisodes de smog très visibles dans le sud du pays. Quand on parle de pollution climatique, nous parlons de quoi exactement, Dr. Riopel? En fait, la pollution climatique, on se réfère à ces contaminants dans l'atmosphère qui vont contribuer au changement climatique. Et donc, là, c'est ça, la pollution atmosphérique et les changements climatiques, c'est relié, mais c'est pas la même chose. Donc, si un petit peu plus de détails. Oui, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce qui cause les changements climatiques, on le sait, c'est des gaz qui vont absorber la chaleur du soleil, qui vont la maintenir là, au niveau de la Terre. Et donc, il y a certaines particules, il y a certains polluants qui vont emmagasiner cette chaleur-là pour la retenir. Donc, on a certains polluants qui vont causer les changements climatiques. Donc, on parle de pollution climatique. Puis, de l'autre côté, c'est comme une roue qui tourne. Quand on a, avec les changements climatiques, ce qu'on sait, par exemple, la température augmente, il y a plus de feux de forêt et donc plus de particules fines émises dans les airs, donc plus de pollution atmosphérique. Fait que c'est deux choses différentes, mais qui sont reliées, qui s'influencent l'un l'autre. Donc, c'est important de travailler pour réduire les deux. Oui, tout à fait. J'aimerais peut-être, professeur Vito, que vous nous parliez peut-être de Limoilou. Oui, vous travaillez sur ce beau dossier-là. Oui, en fait... Et quand on pense pollution, souvent en ville, c'est l'une des coins de notre province auquel on pense.
Oui, puis ça rejoint aussi peut-être une question précédente en lien avec notre portrait de la qualité de l'air au Québec. Ouais. Donc, c'est ça, il y a certaines stations de mesure là, du réseau de surveillance de la qualité qui surveillent en fait la qualité de l'air, donc mesurent différents polluants. Il faut comprendre que ces stations-là sont réparties sur le territoire là, du Québec, qui est quand même très vaste. Là. Donc, en bout de ligne, on se retrouve avec un certain... sans dire que le réseau il est limité, là, mais il en demeure pas moins que le nombre de stations, par exemple, dans la ville de Québec, tout de même réduit. Donc, il y avait plusieurs préoccupations, là, autant citoyennes que pour la santé publique et la Ville de Québec, en lien avec la qualité de l'air à Québec et particulièrement dans certains quartiers, dont notamment le quartier Limoilou, qui est un quartier reconnu pour être peut-être un peu plus défavorisé point de vue socio-économique. Donc, en fait, la Direction régionale de santé publique a approché l'Institut national de santé publique pour lequel je travaillais à l'époque et je suis chercheur associé maintenant. Donc, pour justement là, mettre en branle un projet qui visait à mieux comprendre la qualité de l'air à Québec, ce à quoi les résidents, particulièrement des quartiers de Limoilou et la Basse-Ville, étaient exposés. Il faut comprendre que ces secteurs-là sont à proximité du port de Québec, où est-ce qu'il y a diverses activités. Il y a également un incinérateur qui est localisé dans le quartier et d'autres sources aussi là, qui soulèvent certaines préoccupations. Donc, et puis comme les stations donnaient peut-être pas un portrait tout à fait idéal là, de ce à quoi les gens sont exposés, on a développé une étude qui visait vraiment à mieux caractériser la pollution de l'air, donc à Québec. Donc, c'est un projet quand même d'envergure là, qu'on a développé en collaboration avec Santé Canada. Donc, durant ce projet-là, en fait, on a mesuré, on a fait différentes campagnes d'échantillonnage, notamment une campagne d'échantillonnage qu'on dit mobile. Donc, essentiellement, on avait un véhicule qui était équipé de capteurs? Oui, en fait, de différents instruments là, qui mesurent les principaux polluants, notamment les particules. Et puis, le véhicule, à chaque semaine, 3 fois par semaine, se promenait dans la ville et mesurait, dans le fond, les différents niveaux. Et le but était de comprendre la variabilité là, donc, spatiale, donc comment les différents polluants varient d'un endroit à l'autre. Donc, on a fait ça durant une année. Et également, on a réalisé des campagnes d'échantillonnage fixe, qu'on appelle. Donc, ces campagnes d'échantillonnage-là, en fait, on déploie plusieurs instruments de mesure dans la ville à un même moment. Et puis, les instruments mesurent en simultané. Donc, je pense qu'on avait à 50 ou 60 sites. Donc, on avait des instruments qui mesuraient différents polluants, donc la qualité de l'air sur une période de 2 semaines. On l'a réalisé une fois durant la période estivale et une fois durant la période hivernale. Donc, on fait 2 saisons pour capter donc les différents temporels, finalement. Oui, exactement. Donc, il faut comprendre que d'une saison à l'autre, ça peut varier, surtout ici au Québec, où est-ce qu'on a un climat froid. Donc, durant la période hivernale, on a tendance à utiliser, par exemple, des foyers au bois, donc qui sont la principale source de particules fines au Québec. Donc, ça nous permet, en faisant les campagnes durant différentes saisons, d'avoir un portrait là, plus juste de la qualité de l'air. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée. Et puis, justement, en fait, là, on a produit un rapport là, qui a été publié l'année dernière. Et puis, suite à ce rapport-là, en fait, là, il y a quand même eu des retombées, là, alors que la Ville de Québec a adopté son premier plan d'action pour la qualité de l'air extérieur. Donc, il y a eu des bonnes retombées. Oui, tout à fait, oui. Professeur Buteau, je vais rester avec vous. Comment les changements climatiques et la pollution de l'air sont reliés? Puis, est-ce qu'il y a certains polluants qui augmentent avec les changements climatiques? Comment vous voyez ça? Donc, c'est une excellente question. En fait, je ne suis pas un spécialiste de la chimie de l'atmosphère, là, mais il faut comprendre qu'il y a des réactions très complexes là, qui se passent dans l'atmosphère. Donc, une fois que les polluants sont là, vont réagir, notamment sont influencés par les conditions météo qui peuvent favoriser certaines réactions et tout. Donc, c'est un des liens entre température, réchauffement climatique notamment et pollution de l'air.
qui existe. Docteur Riopel, peut-être? En fait, juste pour continuer là-dessus, comme je regardais ce matin l'indice de la qualité de l'air à Montréal, puis c'est le polluant qui était comme mesuré, là, le plus haut, c'était l'ozone. Puis l'ozone, c'est ça, effectivement, c'est un polluant, en fait, qui découle d'une réaction secondaire qui se fait sous l'effet de la chaleur. Et puis l'ozone, c'est un de ces polluants que je parlais plus tôt qui... Très irritant. C'est un polluant qui affecte la santé, mais c'est également un gaz qui va absorber la chaleur, donc causer les changements climatiques. Donc, voilà, on a encore cette boucle-là. Ouais. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement suit de près plusieurs dossiers liés à la qualité de l'air, dont justement les émissions industrielles à Limoilou, mais aussi à Rouyn-Noranda, Arvida, ou des pollutions domestiques. Est-ce que ça prend une stratégie nationale de l'air sain? Vous avez fait justement un beau rapport. En fait, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé avec le cadre de référence qu'on vient de publier. En fait, nous, on prêche vraiment, on prône vraiment qu'il y ait une stratégie nationale sur l'air sain qui soit développée au Québec, un peu comme il y a eu pour l'eau. De façon à ce que toute la gestion de la qualité de l'air soit comme regroupée ensemble, coordonnée, puis qu'on puisse rejoindre l'ensemble des acteurs impliqués. Si je peux donner plus de détails, par exemple, ça commence par les normes de qualité de l'air. Donc, c'est quoi le niveau acceptable de polluants dans l'air? Au Québec, nos normes datent de 2011 et elles ne respectent plus les dernières recommandations de l'OMS qui dit vraiment qu'il faut abaisser ces niveaux-là parce que même si on peut penser qu'au Québec, la qualité de l'air est bonne, c'est dommageable pour la santé. Donc, on commence par les normes, mais une fois qu'on a les normes, après ça, il faut se donner des objectifs pour les atteindre, puis pour développer des interventions pour atteindre ces objectifs-là, chose que pour le Québec, on n'a pas encore. Donc, on a des normes qu'on regarde, on va faire des bilans annuels, on va parler d'inventaire des émissions, mais après, on en fait quoi? Eh bien, c'est là qu'on arrive avec des citoyens qui sont informés, qui sont inquiets, qui vont se mobiliser. Fait que c'est vraiment des initiatives citoyennes plus qu'un programme structuré au niveau gouvernemental qui dirait, mais la qualité de l'air, c'est important pour tous, fait qu'on va la travailler ensemble. Oui, c'est quoi du côté de peut-être les réglementations? Je sais que la surveillance au Québec de la qualité de l'air est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement avec les différentes stations de mesure dont vous nous avez parlé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer du côté des politiques et des règlements, justement? Voilà, en fait, les normes, c'en est un. Oui. Et puis là, un peu comme je viens de dire, en fait, là, en termes de règlement et de politique, se donner des objectifs. Comme atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Puis en fait, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle dit, c'est oui, ce sont des normes audacieuses, mais allons-y en palier, mais allons-y. Donc, la qualité de l'air, il faut pas que ce soit statique. Il faut pas que ce soit, OK, on a les normes qu'on voulait en 2011, voilà, on est correct. Il faudrait comme toujours continuer à travailler. Fait que ça, c'est une des façons qui peut être faite. Après ça, tout ce qui est en fait dans la loi, les entreprises ou les industries qui vont développer comme des nouveaux bâtiments ou des nouvelles activités doivent mesurer l'impact que ces nouvelles activités ont sur la qualité de l'air autour d'eux. Mais les entreprises qui sont déjà là, par contre, elles sont pas tenues de mesurer. Il y en a quelques-unes qui le font, mais là, elles sont pas tenues de divulguer leurs données. Donc, il y a tout ça aussi au niveau de la transparence et de la connaissance de ce qui se mesure au Québec, de ce qui se mesure pas, de ce qui devrait être mesuré. Oui, je sais pas, il y a un dossier dans ma tête de Rouyn-Noranda là qui est derrière. J'imagine que certaines industries comme Monord devraient peut-être être un peu plus transparentes et tout ça, mais comment on peut obliger une industrie qui, pour des raisons, par exemple, de sécurité ou de secret professionnel, ou à livrer les bonnes informations et à se conformer vers quelque chose qui ressemblerait peut-être, qui serait plus contraignant du côté de l'OMS? Ouf, c'est une bonne question. Parce que c'est sûr que c'est toujours un argument principal, mais je pense que ça ne peut aller que par
que par le gouvernement qui déclare, au Québec, c'est comme ça, la qualité de l'air, c'est important, on va se donner des moyens d'y arriver. Puis je pense que aussi, en fait, ce qui est important, c'est que oui, il y a certaines industries, mais ça serait important pour vraiment démontrer à quel point c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des Québécois. Ce serait important d'aller outre ces industries-là, puis adresser la qualité de l'air en période de smog, quand il y a beaucoup de pollution, par exemple, dire, OK, il faut qu'on trouve des moyens pour réduire le trafic. Oui, laisser la voiture à la maison. Ces choses-là, que ce soit vraiment quelque chose de concerté et de pan-provincial, de dire que partout, la qualité de l'air, c'est important. Puis ensemble, on est capable d'y travailler pour l'améliorer. Oui, professeur Buteau, justement, quelles sont un petit peu les solutions et le rôle de l'éducation de la population, peut-être par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation à faire? Vous êtes là, justement, au studio, pour en parler. Oui, assurément, il y a de la sensibilisation, mais peut-être aussi en termes d'intervention, peut-être revenir aussi sur la question précédente, j'aime ça revenir, mais tantôt, vous m'avez posé la question en lien avec changement climatique, pollution de l'air. Il faut comprendre que c'est souvent deux thématiques ou deux problématiques qui sont traitées un peu en silo, de façon séparée. Pourtant, ces deux problématiques sont vraiment interreliées. Il faut comprendre que les principales sources de pollution de l'air sont aussi les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui contribuent au changement climatique. Vous parlez du transport? Je parle du transport et des industries particulièrement, là, qui au Québec représentent au-dessus de 70% des gaz à effet de serre émis. Oui. Donc, c'est sûr que d'un point de vue d'intervention, c'est vers ces sources-là qu'on devrait, bien sûr, prioriser, c'est ça, les actions. Et puis, justement, donc, en s'attaquant à ces deux sources-là, on vient du même coup de répondre à la problématique de changement climatique et aussi de qualité de l'air. Deux en un. Santé Canada rapporte, donc je l'ai dit, 4000 décès prématurés par année au Québec associés à la pollution de l'air. Quels sont les impacts de la pollution de l'air sur la santé? Qu'est-ce que ça nous cause concrètement? On pense à des maladies respiratoires tout de suite, là, mais quoi d'autre? Oui, d'emblée, c'est ça. On pense, qu'est-ce qu'on respire? Bien sûr, ça va dans les poumons. On pense bien sûr à des effets respiratoires. Sauf que, en fait, nos connaissances scientifiques, là, donc depuis, je dirais, là, surtout depuis les années 90, là, il y a un nombre vraiment un gros développement là, dans la littérature scientifique là, en lien avec les effets de la pollution de l'air. Qu'est-ce qu'on connaît maintenant? On sait que la pollution de l'air à court terme, donc lorsqu'il y a des journées de mauvaise qualité de l'air, donc on sait que ça occasionne toutes sortes d'effets, donc des exacerbations de problèmes respiratoires, oui, mais aussi cardiovasculaires, donc qui peuvent mener à des augmentations de visites à l'urgence, de consultations pour d'utilisation de services médicaux, et puis même des mortalités. Mais aussi, en fait, là, donc, les études plus récentes montrent aussi là, qu'il y a l'exposition à long terme, donc même à des faibles niveaux, va augmenter le risque de mortalité prématurée et de développement de maladies chroniques. Donc, maladies chroniques respiratoires, maladies chroniques cardiovasculaires. Donc, ce sont les principales maladies pour lesquelles c'est documenté, mais ceci dit, il y a de plus en plus d'études là, qui sous-tendent que la pollution de l'air aurait des effets sur d'autres organes, d'autres systèmes. Donc, parce que là aussi, c'est connecté, j'imagine. Oui, exactement. Donc, on peut faire une analogie avec la cigarette. Hein. Donc, lorsqu'on fume la cigarette, on sait aujourd'hui là, que ça a des effets sur plusieurs systèmes, organes. Et puis, on peut, même si la pollution de l'air est à des faibles niveaux, donc, c'est essentiellement là, donc, le même type d'effet là, qu'on présuppose. Là. Donc, il y a beaucoup d'évidences qui s'accumulent en lien avec, par exemple, des effets périnataux infantiles, donc des naissances prématurées, des naissances de petits pois. Ensuite, quoi d'autre? Développement du diabète, donc de maladies cardio-métaboliques. On parle de cancer. Donc, la pollution de l'air est reconnue par le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est un panel d'experts de l'OMS, donc comme étant cancérigène pour l'humain. Donc ça, c'est reconnu depuis 2013, principalement cancérigène pour le cancer du poumon.
Mais ceci dit, il y a des études qui s'accumulent aussi en lien avec d'autres types de cancers. Donc, par exemple, le cancer du sein, bref. On ne peut pas fermer la porte aux autres cancers. Exactement. Donc c'est des effets là, qui sont plausibles à ce moment-ci. Puis, peut-être que je peux rajouter aussi là, tous les effets cognitifs aussi, là, qui, dans les études récentes, là, donc, intéressent beaucoup les chercheurs. Donc, comment la pollution de l'air, par exemple, va influencer le vieillissement du cerveau. Est-ce que ça va engendrer aussi des maladies donc, neurologiques? Donc, on pense à la démence, par exemple. On pense peut-être maladie de Parkinson. Donc, c'est d'autres. Donc, bref, c'est bien au-delà du poumon, les effets de la pollution de l'air. Ouais. Entendu. Docteur Riopel, vous êtes pédiatre et donc vous intéressez aux enfants. J'aimerais vous entendre peut-être pour terminer sur la qualité de l'air et les enfants. Parce qu'on a entendu, quand il y a une mauvaise qualité de l'air, des fois on a des naissances prématurées et des bébés à petit poids, mais les enfants qui respirent, les épisodes de smog. En fait, un peu comme mon collègue disait, donc pour les enfants aussi, les épisodes de smog, la pollution atmosphérique, c'est lié beaucoup à des problèmes respiratoires. D'ailleurs, au Royaume-Uni, en fait, il y a de cela quelques années, il y a une petite fille, Ella, qui est décédée suite à des crises un asthme chronique avec beaucoup des crises d'asthme aigus surajoutées. Puis elle est décédée à l'âge de 9 ans. Et puis, quand le coroner a évalué les causes de son décès, c'est la première fois qu'on inscrivait pollution de l'air comme une des causes du décès de cette jeune fille-là. Et donc, ça en dit sur les effets, en fait, au niveau respiratoire de la pollution atmosphérique sur les enfants. Puis comme mon collègue disait, il y a aussi tout un avenue de recherche qui est en train de se développer à propos des atteintes neurologiques. Donc, troubles développementaux, est-ce que ce serait lié probablement avec des troubles d'apprentissage, avec des troubles de comportement? Donc, ces études-là, elles sont en train d'être faites. On n'a pas le recul qu'on a par rapport aux atteintes pulmonaires, par rapport aux atteintes cardiaques, par rapport aux atteintes du cancer, mais les évidences s'accumulent petit à petit. C'est intéressant. Donc, ça va nous donner l'occasion peut-être de vous réinviter pour parler un petit peu de ces futures études. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de la docteure Ève Riopel, pédiatre et actuellement étudiante au doctorat professionnel en santé publique à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, et de Stéphane Buteau, professeur de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. On mettra les liens vers vos études. Merci. Super, merci. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse, toujours avec Radio VM. Réécoutez l'émission, si vous l'avez aimée, partagez-la et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique